Et fidélité à la chaîne mère, il est 9h à Bamako, 12h à Téhéran, en Iran. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité, les titres. L'avènement de la démocratie au Mali à Trakatra. En cette journée commémorative, le président de la transition sacrifie à une tradition, celle du dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument des martyrs. Au-delà du rituel, le 26 mars reste un symbole fort pour les Maliens. Carton rouge pour les exploitants illégaux des ressources minières au Mali. Dans les visères, les ressortissants chinois notamment qui détiennent une bonne partie des sites miniers hors la loi. L'ambassadeur de la Chine au Mali était hier à la primature pour s'informer des mesures prises par les autorités nationales contre le phénomène. La communauté musulmane du Mali célèbre ce soir la nuit du destin, une nuit qui correspond à 1000 mois d'adoration de Dieu. Elle sera marquée par des prêches et invocations d'Allah dans les mosquées et autres lieux de prière. Retour sur la portée spirituelle de cette nuit dans quelques minutes. L'Iran dévoile une nouvelle ville souterraine des missiles de précision capables d'atteindre Israël et des bases militaires américaines dans la région. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, on en reparle. Après 6 journées, le Mali est toujours 4e avec 9 points dans le groupe I. Pour le sélectionneur national des Aigles, les carottes ne sont pas totalement cuites. Vous l'entendrez dans cette édition. Il pensait choisir une filière porteuse, mais au finish, il se retrouve au chômage après des années d'études. La faute, l'inadéquation entre la formation reçue et le marché de l'emploi. Nombreux sont les diplômés qui font face à cette réalité. On en parle dans le grand format de cette édition. L'air que nous respirons à Bamako est-il pur? Pas si sûr au regard des constats des spécialistes de l'environnement, selon lesquels l'air de la capitale est pollué à cause des émissions des véhicules et des fumées industrielles. La chronique de l'environnement s'est intéressée au sujet. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Journée d'hommage au Mali, ce 26 mars 2025 marque les 34 ans de la répression de mars 1991 et de l'avènement de la démocratie dans notre pays. Au-delà du rituel, le 26 mars est resté un symbole fort pour les Maliens. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, sacrifie à une tradition, celle du dépôt d'une gerbe de fleurs. Ce sera tout à l'heure au pied du monument des martyrs. Par ce geste solennel, le chef de l'État va rendre hommage aux dignes fils du Mali pour leur sacrifice et leur lutte héroïque. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos reporters. En attendant, sachez que le Mali ne tolère plus l'exploitation illégale des ressources minières. Une décision des autorités de la transition pour stopper l'hécatombe. Beaucoup de familles ont été endeuillées ces derniers mois suite à l'effondrement des sites miniers illégaux dont une bonne partie est exploitée par les ressortissants chinois. Sur le sujet, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga s'est entretenu hier avec l'ambassadeur de la Chine au Mali. La teneur des échanges avec Mamari Kone. Échanger sur les exploitations illégales des ressources minières au Mali par des ressortissants chinois, une question de sécurité nationale. Tel était l'objectif de cette rencontre que le général de division Abdoulaye Maïga a eu avec l'ambassadeur de Chine au Mali. Le Premier ministre a d'entrée de jeu rappelé le caractère stratégique du partenariat entre le Mali et la Chine, impulsé par les deux chefs d'État, et a félicité l'ambassadeur pour son soutien diplomatique. Cependant, le chef du gouvernement a exprimé les préoccupations concernant l'implication de plusieurs ressortissants chinois dans l'exploitation illégale de l'or entre 2021 et 2025 au Mali, avec des conséquences graves sur l'environnement et les populations locales. Le Premier ministre a saisi l'occasion pour faire part aux diplomates chinois les décisions fortes prises par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour mettre fin à cette exploitation illégale de l'or au Mali. Prenant la parole, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali a présenté ses condoléances et exprimé sa solidarité au gouvernement et aux familles des victimes des récents événements. Il a réaffirmé l'engagement de la Chine à soutenir les réformes au Mali contre l'exploitation illégale. Les diplomates ont également suggéré un système de coordination entre l'ambassade de Chine et les ministères concernés afin de garantir le respect des réglementations par le partage d'informations à temps. Le Premier ministre chef du gouvernement a pris acte de ces propositions qui seront examinées. Toutefois, il a insisté sur 2 points majeurs, à savoir l'arrêt immédiat de toute activité illégale et enfin la nécessité, avant tout investissement, de se rapprocher des départements compétents pour éviter toute irrégularité. L'audience s'est déroulée en présence des ministres en charge des Affaires étrangères,
de la sécurité, des mines, de l'environnement, du ministre délégué chargé du soutien au processus électoral et des secrétaires généraux des ministères de la Justice et de l'administration territoriale. Et des mines à la religion pour vous dire que la communauté musulmane du Mali célèbre ce soir la nuit du destin. Elle sera marquée par les prêches et invocations d'Allah dans les mosquées et autres lieux de prière. Cette nuit correspond à 1000 mois d'adoration de Dieu. Une opportunité unique pour les fidèles musulmans de mener également certaines actions de solidarité. Pour mieux comprendre la portée spirituelle de la nuit du destin, nous avons joint au téléphone l'imam Ousmane Diarra. Suivez ses explications. Le prophète paix et salut sur lui nous informe que cette nuit, elle est située dans les nuits impaires, c'est-à-dire probablement la nuit du 21, la nuit du 23, et la nuit du 25, et la nuit du 27, et la nuit du 29. Donc, elle est située quand même dans les 10 dernières nuits, mais avec plus de précision dans les nuits impaires et avec beaucoup de probabilité sur la nuit du 27. La nuit du destin est une nuit bénie, une nuit de miséricorde, une nuit de pardon, et une nuit pendant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va publier aux anges le planning des événements qui doivent se dérouler dans l'année. Donc c'est une nuit de bénédiction, une nuit où le musulman doit se rapprocher de son Seigneur pour demander l'aide et l'assistance. Le prophète paix et salut sur lui nous dit qu'il y a deux choses, à savoir l'aumône et l'invocation. Donc le musulman qui invoque Dieu dans cette nuit et qui donne de l'aumône, qui s'adonne à l'adoration du Dieu, ce qui sera destiné pour lui sera du bien. Donc nous devons multiplier les prières, nous devons multiplier l'invocation, l'imploration du Dieu, et de la même manière nous devons multiplier aussi les actes d'adoration. Le prophète paix et salut sur lui nous informe que celui qui veille la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense de Dieu verra tous ses péchés pardonnés. Quand l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, elle a interrogé le prophète, quelle forme d'invocation tu me recommandes quand je sais que c'est la nuit du destin? Le prophète lui a recommandé de dire Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. C'est-à-dire Dieu, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, alors je te demande Dieu de me pardonner. Donc cette formule, nous devons beaucoup la multiplier, ajouter à cela d'autres formules d'invocation pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hors du Mali, la médiation dans la crise congolaise entre dans une nouvelle phase. 3 nouvelles personnalités rejoignent cette médiation des anciens présidents Olusegun Obasanjo du Nigeria et Uhuru Kenyatta du Kenya pour former un panel de 5 facilitateurs. Objectif, relancer le processus de paix dans l'est de la RDC. C'est l'une des décisions du sommet virtuel qui réunit depuis lundi les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement d'Afrique australe. Dans les 30 prochains jours, les facilitateurs devront obtenir un engagement politique clair des différentes parties pour relancer un dialogue direct. Ils travailleront aussi à un engagement militaire destiné à éviter toute nouvelle escalade des violences. Et enfin, ils mettront en place un mécanisme chargé de surveiller le respect du cessez-le-feu. Nous restons en RDC où l'ancien chef de milice Thomas Lubanga lance un nouveau mouvement politico-militaire dénommé Convention pour la République populaire. Il nie tout lien avec l'Alliance du fleuve Congo et les M23. Thomas Lubanga a été condamné par la Cour pénale internationale à 14 ans de prison pour l'enrôlement d'enfants soldats et libéré en 2020 après avoir purgé sa peine. Dans le nord-est du Nigeria, au moins 11 Camerounais ont été tués et 21 blessés dans une attaque attribuée aux combattants du groupe Boko Haram. Plusieurs bases militaires ont été incendiées et des armes saisies par les assaillants. Selon des sources sécuritaires à Maroua, l'attaque est survenue dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 mars 2025 dans la localité nigériane de Wilgo. En Iran, les gardiens de la révolution dévoilent une nouvelle ville souterraine de missiles. Elle est considérée comme l'une des plus grandes bases souterraines de missiles dévoilées ces dernières années par le pays. Ces missiles de précision, dit-on, sont capables d'atteindre Israël ou des bases américaines dans la région. Enfin, l'ONU-SIDA tire la sonnette d'alarme. Le monde pouvait revivre les pires heures de la pandémie de SIDA sans reprise du soutien financier des États-Unis, principal contributeur mondial à la lutte contre le VIH. C'est ce qu'a déclaré Fouré Simaga, directeur des programmes à l'ONU-SIDA, qui précise qu'il pourrait y avoir 6 millions de morts en plus dans les 4 ans à venir. AES Actualité.
L'actualité dans les pays de l'AES nous amène d'abord à Tillabéri au Niger où une forte délégation des forces de défense et de sécurité s'est rendue à Fambita et cette localité a récemment fait l'objet d'une attaque terroriste. Au total, une quarantaine de civils ont été tués. La délégation est donc allée présenter ses condoléances aux familles endeuillées et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Djibrila Lalalga de la Voix du Sahel était de la visite. Fambita, village situé dans la commune rurale de Kokorou, département de Terra, a été lâchement victime d'une attaque ce vendredi 21 mars 2025 par des individus très mal intentionnés qui ont ouvert le feu sur les paisibles citoyens en train de prier la prière de Jumaa. Non satisfaits, ils ont poursuivi en tirant sur le marché qui s'animait chaque vendredi, un marché qui a été brûlé vif. Cette attaque ignoble n'a épargné ni bébés, mamans, vieilles personnes, jeunes et adultes. Plus d'une quarantaine de personnes ont perdu la vie en ce mois béni de Ramadan, un mois de dévotion. Et sur instruction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le gouverneur de la région de Tillabéri, le lieutenant-colonel Meina Boukar, était à Fambita pour présenter les condoléances aux familles des victimes et par ailleurs remonter le moral des populations. Ce qui s'est passé ici est très grave. Prions pour que les âmes des disparus reposent en paix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille dans son paradis éternel Firdaus. En même temps, nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Vous qui êtes là, ensemble, nous allons nous serrer le coude. Ensemble, nous allons rester unis pour que pareil acte ne se répète plus. Inch'Allah, nous prendrons des dispositions. Meina Boukar de poursuivre en rappelant aux populations que l'État mettra tout en œuvre pour vaincre l'ennemi d'où qu'il vienne. Et il ne faut pas se faire justice soi-même. Après avoir écouté les doléances urgentes des populations qui se résument entre autres à l'amélioration des conditions de vie, notamment dans les domaines sociaux de base, le capitaine Al-Mustafa Madi, préfet du département de Terra, a rassuré ces dernières que de concert avec les services techniques départementaux, le point des besoins sera fait et sur la conduite de la hiérarchie, des solutions idoines seront apportées. Dans le cadre du recrutement spécial au sein de la garde nationale, les jeunes de cette localité répondant aux normes de recrutement seront concernés, à laisser entendre Meina Boukar. Une fatia a été dite pour le repos éternel des âmes des disparus. Au Burkina Faso, l'air est plutôt au recalibrage du Grand Balai. Il s'agit de l'élargissement du lit de ce fleuve. L'objectif est de prévenir les inondations qui font chaque année des victimes dans le pays. Les travaux sont confiés à l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles. Hamado Ouedraogo de Radio Burkina nous donne d'autres détails. Le pont, fréquemment submergé lors des fortes pluies de la saison pluvieuse écoulée, a occasionné des interruptions du trafic, voire des inondations dans le village de Eredougou. Pour remédier à ces problèmes, le gouvernement a lancé les travaux de recalibrage des abords du pont. C'est l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles qui a en charge l'exécution de ces travaux. Son directeur général, le commandant Yaya Traoré. Il consiste à élargir le lit du cours d'eau pour commencer le terrassement sans faire un travail préparatoire qui est le déblaiement des arbres et déraciner les arbres pour laisser l'espace maintenant aux machines qui vont venir pour le terrassement proprement dit. Donc c'est le travail préparatoire que vous voyez ici avec un bulldozer qui déracine les arbres qui peuvent gêner le terrassement. Un travail à la chaîne selon le directeur général de l'ONBA. On fait en même temps, donc il n'y a pas quand on prépare. Et puis au fur et à mesure les autres suivent. Donc il n'y a pas un jour pour le nettoyage et puis un jour. C'était les travaux préparatoires pour les travaux de terrassement. Donc là nous sommes en plein terrassement. Vous voyez qu'il y a des bennes en mouvement, des chargeuses et des excavateurs. Normalement après ici, si l'eau vient, il ne devrait pas avoir de problème. Il souligne également la contribution significative des populations locales à la bonne marche des travaux. Nous bénéficions de l'accompagnement de la population puisque c'est eux qui vont élaguer les arbres qui sont au bord du fleuve et nous appuient aussi quand nous avons des problèmes. Comme parfois il y a des domaines où on ne peut pas rentrer sans demander la permission. Ce projet est essentiel pour assurer une circulation fluide sur la RN1 et prévenir les inondations récurrentes dans la région, selon le commandant Yaya Traoré. AES Actualité.
Nous arrivons au grand format de cette édition. Il porte sur l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Si les études supérieures sont généralement sanctionnées par des diplômes qui confèrent une qualification aux titulaires, force est de constater que certaines formations ne sont plus adaptées au marché de l'emploi. Conséquence, leurs titulaires sont peu sollicités lors des concours et passent des années sans décrocher un premier emploi. Cri de cœur de ces jeunes diplômés qui ne savent plus à quel sens s'y vouer et explication des spécialistes avec Dramane Sanogo. Sur la colline du savoir, autrement dit le siège de l'université de Badlabougou, les études ne constituent plus les seules préoccupations des étudiants, mais leur statut après l'obtention du diplôme. Ce souci est dû au fait que certaines filières ne répondent pas aux besoins du marché de l'emploi. Il arrive que les étudiants optent pour des redoublements volontaires de classe, par crainte de se retrouver au chômage. L'ancien Diallo est diplômé en philosophie. Il ne cache pas son angoisse par rapport au nombre d'années qu'il a passé au chômage. Ce qui m'a poussé à choisir cette filière était d'être admis au concours de la fonction publique facilement. Depuis 2017 à nos jours, ma sortie de cette filière, qui est la philosophie, maîtrise pas eu d'emploi. Je suis là à taper toutes les portes. Le boulot qui peut subvenir à mes besoins ici à Bamako, je le ferai sans exception. Je cherche aussi à me faire des projets. Yacouba Traoré, un autre diplômé en histoire, exprime un sentiment de regret et d'abandon. J'ai choisi la filière. Je voulais être un grand historien. Je cherche d'emploi depuis l'année 2015. Le sentiment que j'ai aujourd'hui est un sentiment de désespoir, car nous nous sentons abandonnés par l'État. Je me suis lancé dans les projets personnels. Sekou Sanoko, parents d'élèves, interpellent l'État à trouver une solution à cette problématique. J'ai quand même aidé mon enfant à choisir, parce que le choix de filière c'est là, mais il y a une autre égalité encore après les études. Les étudiants qui ont choisi les filières de lettres, les gens qui ont fait anglais, socio-anthropologie, philosophie, souvent sont destinés à l'enseignement. Et souvent tu vas voir ces élèves-là, et après les études universitaires, n'arrivent pas à travailler. Parce qu'il faut passer par l'INSOUPAN, c'est très compliqué. Et souvent, la plupart des étudiants, surtout ceux qui ont les moyens, les parents ont les moyens, ils sont obligés d'aller inscrire les étudiants dans des universités privées encore, après avoir passé 5 ans, ou bien 4 ans, ou bien 6 ans même, à l'université malienne. Selon Mohamed Abdoulahi Cheiban, conseiller technique au ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, seules les formations courtes et les filières adaptées au marché de l'emploi peuvent résoudre cette problématique d'inadéquation formation-emploi. C'est le choix de la filière et le cycle qui est vraiment en cause. Maintenant, ce que nous on leur propose, aujourd'hui je cherche de l'emploi, donc je peux venir me reconvertir. Donc et cette reconversion est possible au niveau de notre département, au niveau de la NPE, au niveau de la pêche, et dans tous les pays du monde, c'est le secteur privé qui génère l'emploi. Donc il faut former en fonction des besoins de notre économie. Nous, on n'intervient pas au moment du choix, mais nous faisons des propositions. Voilà aujourd'hui les filières porteuses. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nos tentatives d'avoir sa version des faits sont restées vaines. Si l'instruction est un droit pour tous, l'obtention d'un diplôme est aussi capitale pour les sortants des écoles, instituts et universités. Pour ce faire, le choix des filières adaptées au marché de l'emploi est primordial. Dans les cas contraires, les diplômés devraient songer à se reconvertir. Dans la page sport de cette édition, on parle du championnat national de Ligue 1 dont la 16e journée a débuté hier. Sur le continent, la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 s'est achevée. Comme vous le savez, le Mali a été tenu en échec par la Centrafrique, 0 partout au Maroc. Un match nul qui complique davantage les choses pour les Aigles qui restent 4e dans leur groupe avec 9 points. Mais les sélectionneurs nationaux gardent toujours de l'espoir à 4 journées de la fin de ces éliminatoires. Sa réaction est dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Arjumatina. À l'instar de plusieurs sélections africaines, les Aigles du Mali étaient également engagés durant la trêve internationale dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Dans le groupe I, celui du Mali, la dernière rencontre de la 6e journée jouée hier soir a vu la victoire des Comores 1-0 face au Tchad. Ainsi, le classement après 6 journées dans le groupe I, le Ghana est leader avec 15 points, suivi des Comores 2e avec 12 points. Madagascar est 3e avec 10 points.
Le Mali est 4e avec 9 points, 5e la République centrafricaine avec 5 unités et le Tchad dernier avec 0 points. À 4 journées de la fin des éliminatoires, le sélectionneur des Aigles, Tom Saint-Fit, se veut confiant quant à la suite de la campagne. Je vous propose de l'écouter au micro de Fotiki Tunkara. Il y a des autres matchs. Maintenant, on doit calculer avec seulement un match contre Ghana. On a toujours besoin que Ghana va perdre des points. Mais OK, on va faire tout pour les prochains 4 matchs dans la qualification pour une victoire. Et après, on va voir que c'est suffisant pour la qualification ou pas. Dans les 8 autres groupes, déjà après la 6e journée, plusieurs équipes sont bien parties pour finir en tête, synonyme de qualification pour le mondial. Ainsi, le classement est le suivant. Dans le groupe A, les Pharaons d'Égypte dominent les débats avec 16 points, suivi des Étalons du Burkina Faso, deuxième avec 11 points. La République démocratique du Congo, avec 13 unités, est leader du groupe B. Le Sénégal, grâce à sa victoire 2-0 sur le Togo, est deuxième avec 12 points. L'Afrique du Sud est leader du groupe C avec 13 points et compte 5 points d'avance sur le Rwanda, deuxième. 13 points également pour les requins bleus du Cap-Vert, premier du groupe D devant le Cameroun, deuxième avec 12 points. Le Maroc mène la danse dans le groupe E avec 15 points. Les Lions de l'Atlas, qui comptent 9 points d'avance sur leur dauphin, le Niger, se qualifieraient en cas de victoire lors de la 7e journée. Dans le groupe F, on retrouve en tête les éléphants de Côte d'Ivoire avec 16 points, mais talonnés par les Panthères du Gabon, deuxième avec 15 points. Pas de problème également pour les Fennecs d'Algérie, 15 points, et les Aigles de Carthage de Tunisie, 16 points, qui sont respectivement leaders des poules G et H. Signalons que les premiers de chaque poule se qualifient directement pour le mondial 2026. Toujours dans le registre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, il y avait au niveau de la zone Amérique du Sud un certain Argentine-Brésil au compte de la 14e journée. Finalement, cette affiche des géants a tourné à l'avantage de l'Argentine, l'Albi Céleste, qui bat le Brésil 4-1. Avec 31 points à 4 journées du terme, l'Argentine est presque qualifiée pour le mondial. L'Équateur est deuxième avec 23 points. L'Uruguay, le Brésil et le Paraguay comptent chacun 22 points. Au plan national, pour terminer, après les 16e de finale de la Coupe du Mali, phase fédérale, place à la 16e journée du championnat national Ligue 1 professionnel. Hier mardi, il y avait au programme 2 affiches. À Bougouni, le Binga FC en déplacement s'est incliné 2-1 devant l'US Bougouni. Et à Bamako, au stade Mamadou Konaté, les 11 créateurs de Nyarela et l'AS Real de Bamako ont fait match nul 0-0. Cette 16e journée se poursuit demain jeudi et s'achève vendredi. Chronique de l'environnement. L'air que nous respirons à Bamako est-il pur? Pas si sûr. Au regard du constat des spécialistes de l'environnement, selon lequel l'air de la capitale est pollué, devenant du coup une préoccupation majeure. À l'origine, les émissions des véhicules, les fumées industrielles et l'usage de combustibles domestiques, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé de la population. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre d'un spécialiste de la question. C'est le sujet de la chronique de l'environnement de ce mercredi, signé Agibou Koulibaly. Au cœur de cette problématique, les transports occupent une place de choix. À Bamako, la circulation intense est alimentée par un parc automobile vieillissant, souvent mal entretenu, émettant des quantités élevées de particules fines et de gaz toxiques. Les embouteillages quotidiens accentuent cette situation, piégeant les habitants dans un nuage de pollution qui affecte directement leur système respiratoire et sans oublier la combustion domestique. L'industrie, bien que moins développée que dans certains pays voisins, contribue également à cette dégradation de la qualité de l'air. Yuba Sokona, spécialiste des questions énergétiques et environnementales. Une des sources importantes, c'est l'énergie domestique, l'énergie de cuisson. Au-delà de ça, c'est le système de transport. Il y a une prolifération, non pas seulement de voitures, mais également de motos. C'est-à-dire, c'est la plupart du temps, les voitures de seconde main qui viennent au Mali et les motos de seconde main qui viennent au Mali. Et il n'y a pas du tout de normes. Même si ces normes sont définies, même si ça existe dans les textes, il n'y a aucune application de ces normes. Je ne pense pas du tout qu'au niveau des visites techniques, qu'on contrôle les émissions de l'ensemble des engins que l'on utilise. Ça, c'est une des sources importantes de pollution. C'est-à-dire qu'il suffit tout simplement de sortir l'air de Bamako pour s'en rendre compte. Il y a les usines. Heureusement qu'il y a peu d'usines ici. Et il y a également comme source de pollution la manière dont on se débarrasse. On ne gère pas les ordures, mais on se débarrasse des ordures en brûlant. Il y a bien sûr des sources naturelles de pollution de l'air.
c'est-à-dire un vent de sable qui vient du Sahara et puis qui passe par Bamako et autres, on n'y peut rien. Il y a une manière de réduire également ce type de pollution, c'est de planter des arbres, puisque ça permet d'absorber une partie de la pollution. Si les sources de pollution sont bien identifiées, la mesure précise de leur impact demeure un défi. À Bamako, quelques études menées par des organismes spécialisés indiquent des niveaux alarmants de pollution de l'air, souvent bien au-delà des seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a 9 personnes sur 10 qui respirent de l'air pollué à travers le monde. Et ceci occasionne par an 7 millions de morts prématurées. Quand on regarde les pays en développement liés à la pollution intradomiciliaire, c'est-à-dire cette pollution intradomiciliaire issue de la cuisson avec des combustibles qui polluent, notamment le bois, le charbon de bois, le kérosène ou pétrole lampant, comme on le sait ici. Ceci contribue à près de 3,2 millions de décès par an. Essentiellement des femmes et puis des enfants. Et quand on essaie de ramener, il n'y a pas les chiffres sur le Mali. L'étude la plus récente que j'ai pu trouver, c'est une étude de la Banque mondiale qui date de 2010. On n'a pas les chiffres les plus récents. Cependant, l'absence de stations de surveillance continue empêche un suivi rigoureux, rendant la prise de décision plus complexe. Je sais que dans le cadre d'un programme des Nations Unies sur l'air pur et changement climatique, il y avait la possibilité de doter tous les pays africains qui s'intéressent à la question pour au moins qu'ils fassent la mesure de la pollution. Et quand on a une idée assez exacte du problème, on peut prendre des mesures pour y faire face. Malheureusement, je ne pense pas du tout que... j'ai cru comprendre à un moment donné que ces équipements sont arrivés à Bamako mais n'ont jamais été utilisés. Parce qu'on a la possibilité d'avoir des points fixes de mesure. On dispose malheureusement de très peu de données, de très peu d'informations. Face à cette situation, des solutions existent. Une réglementation plus stricte des véhicules polluants, la promotion d'énergie plus propre et un meilleur suivi de la qualité de l'air. Mais pour que ces mesures portent leurs fruits, une volonté politique forte et une sensibilisation accrue des populations sont indispensables. Sans cela, la pollution de l'air continuera d'asphyxier lentement, mais sûrement, les Maliens. Merci Aguibou Koulibaly. Et vous savez tout maintenant sur la qualité de l'air à Bamako qui est fortement polluée. Ainsi s'achève cette édition, mais avant de nous séparer, retenez la principale information. C'est la commémoration ce 26 mars du 34e anniversaire de l'avènement de la démocratie au Mali. À cette occasion, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, doit procéder, si ce n'est déjà fait, au dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument des martyrs pour rendre hommage à nos compatriotes qui se sont sacrifiés pour que ce jour soit. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La présente vous a été servie par un trio à Alima Ouattara aux manettes, Badi Touré à la mise en ligne et au micro Bourama Traoré. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle journée à vous, où que vous soyez.